Bienvenue dans Infirmière de novice à experte, le balado qui accompagne les étudiantes en soins infirmiers et les jeunes infirmières dans leur parcours professionnel. Nous sommes Sylvie Et Karine, deux enseignantes passionnées par la formation des infirmières de demain. dans chaque épisode, on explore les défis, les apprentissages et la réalité de la profession infirmière. Que vous soyez encore étudiante ou que vous débutiez votre carrière, nous sommes là pour vous guider et vous inspirer à devenir une experte dans votre pratique. Alors mettez vos écouteurs. Prenez un café et c'est parti pour un nouvel épisode de Infirmière de novice à experte. Bonne écoute! Bonjour Karine, Salut Sylvie! je suis contente de te voir. Oui, on dirait que Donc, ça fait longtemps qu'on s'est vus. ben oui, ben là, la rentrée est faite. Hein, les premiers cours sont donnés, les premiers plans de cours sont reçus. Donc là, maintenant, c'est de commencer à apprendre tout le bagage qu'on a reçu. T'as-tu, toi, des idées, des stratégies qu'on peut donner à nos nouvelles qui commencent en soins infirmiers pour toute cette matière-là à apprendre? Il y a beaucoup de matières, là, c'est vrai, en soins infirmiers, quand on est dans les cours théoriques comme en laboratoire, on dirait qu'on se fait bombarder d'informations, puis qu'on ne sait pas comment faire le ménage de tout ça, puis faire un ménage, puis d'être capable de consolider tout ça, puis de l'amener avec nous en stage. Fait que oui, j'ai plein de trucs à discuter avec toi aujourd'hui, mais je pense que ça va être ça notre thème, dans le fond, de bien se préparer à la théorie, de bien l'assimiler aussi pour ensuite la relier à notre pratique en stage. Exact. Puis, tu sais, on le voit au début, tu sais, il y a plein de théories. Puis, rendu à la fin du programme, des fois, on va reposer les mêmes questions, puis ça va devenir comme inné. Ça va être, ben non, tout le monde fait ça, toutes les infirmières font ça. Puis, dans le fond, ils l'ont appris, ils l'ont acquis durant leurs 3 années de formation. Fait que je pense que toute la matière doit aussi être acquise de cette façon-là. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça va devenir comme un automatisme. Puis pour que ça devienne un automatisme comme ça, je pense que moi, mon truc numéro un que je dirais, c'est de commencer par comprendre l'information qu'on reçoit ou qu'on essaie d'apprendre. Parce que la compréhension, des fois, on va essayer d'apprendre tout par cœur, puis d'avoir de la matière, là, vraiment, juste de réciter les choses. Quand on récite les choses puis qu'on les apprend par cœur, mais on ne les comprend pas. Puis ça peut vraiment être un piège en soins parce qu'on peut apprendre une liste d'interventions à faire avec un patient qui a, par exemple, un édème aigu du poumon ou qui a une pneumonie. Mais si je ne comprends pas pourquoi je fais ces choses-là, elles viendront jamais évidentes. Hein? Ils viendront jamais Ah, ben, je sais ça parce que c'est tout le temps comme ça, puis c'est inné. Parce que j'ai pas compris tout ça derrière. Mhm. Donc, commencer par apprendre. Ben, c'est sûr qu'avant de comprendre, il y a certains éléments qu'il faut apprendre par cœur. Tu sais, mettons, on parle en première session, là, les signes vitaux. Ben, tu sais, la température, puis la saturation, puis la tension artérielle normale, ben, je pense que c'est des valeurs qu'on doit apprendre au départ. Tu sais, C'est vrai qu'il c'est... faut apprendre par cœur la tension artérielle puis la saturation, mais il faut la comprendre aussi parce que si tu apprends juste du 120 sur 80 pour ta tension artérielle, mais que tu ne sais pas qu'est-ce que ça signifie ce chiffre-là, ben quand il va chuter ou il va monter, tu vas juste savoir que ça chute puis ça monte, mais tu ne verras pas l'implication que ça a réellement chez ton patient et tout ça. Fait que je pense Mhm. que c'est important de l'apprendre par cœur, mais toujours en comprenant en arrière, c'est quoi que ça veut dire ce chiffre-là, là. Exact. Ben, oui, je suis vraiment d'accord. Puis en même temps, ben, tu as l'intégration des soins infirmiers, tu as la bio qui est très collée aussi aux soins infirmiers, mettons pour les signes vitaux. Donc, d'apprendre d'où ça vient, la tension systolique versus la tension diastolique. On le revoit un petit peu en soins, mais c'est principalement en biologie qu'on va le voir. Mhm. Donc, Ouais, fait que ça aussi, fait que ça fait beaucoup de matière à assimiler puis à essayer de rentrer ça dans les mêmes casiers pour essayer de le comprendre, autant la bio que les soins. mais c'est un élément que tu dis super important de faire ces liens-là entre nos matières. Fait qu'on va avoir Mm. de la psychologie, de la bio, des fois de la chimie aussi. Il faut vraiment intégrer ça un dans l'autre, là. Les cours de soins infirmiers, ils sont interreliés, puis on ne peut pas faire juste des petites boîtes séparées de contenu, puis juste mettre ça dans notre fichier OneDrive, là, puis plus y toucher après, tu sais.
Ces choses-là sont toutes ensemble. Comment tu fais pour consolider ces liens-là? Ben, moi, je pense que le best, c'est d'aller avec des schémas. Fait que de Mhm. commencer à te faire des diagrammes qui imagent qu'est-ce que c'est la pression artérielle, par exemple, puis d'intégrer tes notions de biologie dans tes résumés de notes ou tes schémas que tu es en train de faire. Ça peut vraiment t'aider à comprendre le processus de la pression artérielle, là, pour nommer cet exemple-là. Mhm, effectivement. Puis, tu peux même faire des schémas évolutifs juste à partir de la tension artérielle. Donc, tu sais, à chaque fois que tu as de la nouvelle matière pour laquelle il va y avoir une tension artérielle qui va être importante, tu sais, il va y avoir une hémorragie, une chute de pression artérielle, ben, tu peux venir l'ajuster dans ton tableau pour lequel où tu vas mettre toute ton information en lien avec la tension artérielle. Ah, quand il y a une hémorragie, ça va chuter. Mais quand il va avoir une autre problématique, hop, là, ça va monter. Quand il va avoir, je sais pas, de l'artériosclérose ou le stress va faire monter la tension. Fait que tu peux te faire même aussi des schémas comme ça qui vont euh, te permettre de mieux comprendre. Donc, oui, tu vas le mettre, tu vas faire un schéma d'hémorragie. Donc, c'est quoi les signes d'hémorragie, comment on peut arriver à une hémorragie, tout ça. Mais tu pourrais aussi le transposer, certains éléments, dans ta tension artérielle qui va avoir une chute de pression, les médicaments qui vont être associés. Donc, je pense que aussi de faire des schémas pour essayer de comprendre chacun des éléments importants des soins infirmiers, c'est là que tu vas être capable aussi de faire beaucoup de liens par la suite. Tu vois, tu dis ça, puis dans le fond, ce que je vois mes étudiants qui ont de la misère de faire, c'est de garder leurs notes, garder leur schéma qu'ils vont faire ou leurs travaux justement pour une classe, puis après ça, de construire sur ce qu'il y avait dans le cours d'avant. Puis justement, le schéma évolutif, c'est un peu ça. Tu fais un schéma ou un tableau qui récapitule la pression artérielle en première année, mais tu vas avoir plein d'autres concepts qui s'en vont avec la pression artérielle puis le cœur au fil de ta formation. D'interrelier ces sujets-là, ça peut être vraiment intéressant pour consolider ta compréhension puis tes connaissances. Puis comme ça, quand tu arrives en stage, tu fais une question sur ce sujet-là, tu sais d'abord où trouver l'information, mais aussi, tu t'es tout mis ça dans un grand amalgame d'informations qui te permet de trouver puis de faire des liens, parce que c'est ça qui est important en soins, je pense. Mhm. Qu'est-ce que tu penses des étudiants soit qui achètent ou qui demandent des schémas tout faits de d'autres étudiantes? T'es-tu pour ça ou t'es pas pour ça? Mais c'est sûr qu'on a d'ailleurs cet enjeu-là à notre cégep, je pense, là, tu sais, d'avoir des notes toutes faites. Là, on sait, nos choses circulent aussi, mes PowerPoint de session d'avant circulent. Je pense que quand on travaille l'information nous-mêmes, c'est vraiment plus intégrateur que d'avoir un aide-mémoire que moi, j'ai pas fait. Donc ça, premièrement, si tu es capable de faire ces aides-mémoires-là puis de produire quelque chose parce que tu as travaillé l'information, tu l'as organisé, tu as fait des liens. Justement, si c'est toi qui décides qu'entre ce sujet-là et ce sujet-là, il y a un lien, puis que c'est comme ça qu'il s'articule, puis que tu le dessines toi-même, par exemple, ben tout ça va rester plus dans ta tête que si tu regardes une image, là. OK. Donc, tu es en train de dire que de faire nos propres schémas, on gagne du temps? Ben, je pense que oui. Mhm. Ouais, c'est sûr que c'est un effort, puis je pense qu'on peut être rapidement surchargé par toutes ces demandes-là, puis ces travaux-là en soins. Fait que je suis consciente que des fois, on a besoin de prendre un raccourci, puis c'est correct pour notre bien-être mental parfois. Il n'y a aucun problème. Mhm. Mais ça ne sera pas rentable à long terme, je pense. Exact. Puis surtout, puis de voir peut-être de quelle façon on apprend. Tu sais, il y en a qui sont très visuels, il y en a qui sont très auditifs, il y en a qui sont capables de faire des schémas, d'autres vont être plus structurés, genre étape par étape, là, où est-ce qu'ils vont écrire tu sais, les mots-clés, puis après ça, ils vont peut-être juste mettre des petites définitions. Donc, je pense qu'au début, il faut aussi trouver notre façon de faire nos notes de cours. Donc, Puis ça oui, prend on en des a. erreurs. Mhm. Oui, absolument. C'est ça. Puis, est-ce que tu sais, on parle des lectures parce que j'écoutais un de tes podcasts que tu parlais est-ce qu'on doit faire des lectures avant d'assister à un cours? Donc, pourquoi le faire? Parce que le prof, de toute façon, il va me donner un résumé puis il va me donner un PowerPoint. J'ai rien qu'à étudier le PowerPoint puis ça va être bien assez. C'est le piège des PowerPoint. Moi, je suis tout le temps en dilemme si je partage mes notes de cours ou pas. En même temps, je pense que c'est vraiment important qu'on puisse donner à notre étudiant une espèce de structure de notre cours. Il va avoir l'air de quoi la semaine prochaine?
puis qu'ils puissent s'articuler la tête. Puis les lectures préalables, c'est ça qu'ils vont faire aussi au travers de ça. Si tu lis, tu fais tes lectures avant ton cours, je pense que ce qui est bien, c'est que tu vas voir ton cours, il est sur quoi. Tu peux formuler tes questions que tu veux poser à ta prof parce que c'était pas clair. Hein? Tu peux voir les sujets qui sont plus ardus. Puis quand la prof va commencer à parler de ça, tu vas te dire, hey, c'est ça que j'ai rien compris dans le livre. C'est là qu'il faut que je sois attentive et que je pose mes questions. Tu vas pouvoir déjà articuler un peu tes notes de cours que tu vas prendre durant le cours. S'il y a quelque chose qui avait beaucoup d'emphase dans le manuel, puis que là, tu arrives en classe, puis la prof en parle aussi énormément, hey, ça doit être vraiment important. Donc, ça te donne un bagage sur quoi construire quand tu arrives en cours. Puis ça, je pense que ça peut vraiment t'aider dans ta réussite. Mhm. Ben, puis, tu sais, je le prends pour moi personnel, là. Tu sais, quand on monte nos cours, on a des nouveaux cours, on ne connaît pas toutes les pathologies, tu sais, on les connaît de façon globale, mais lorsqu'on vient pour transmettre cette information-là, des fois, il faut les lire une fois, deux fois, même des fois trois fois pour dire, là, maintenant, je la maîtrise, je comprends davantage. Fait que je pense que de faire les lectures préalables viennent nous aider. Puis ensuite de ça, de consolider avec un tableau qu'on va se faire, bien, c'est là où ça va vraiment rentrer dans notre cerveau. Parce que on le regarde, puis je le vois tu sais, à force d'apprendre, tu sais, avec, mettons, des nouvelles pathologies, si tu les lis juste une fois, puis tu essaies de faire un résumé ou de te faire un tableau, tu vas avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Puis, plus tu vas lire, plus tu vas dire non, ça, c'est pas pertinent. Non, ça va pas là. Non, j'ai pas besoin de ça. Puis là, ton tableau va s'épurer, puis tu vas vraiment garder les éléments clés, les choses importantes. Donc, plus ton tableau est gros, tu sais, si tu lis deux pages, puis que ton résumé, il y a une page trois quarts, c'est parce que tu n'as pas été capable de résumer l'essentiel. Vraiment. Résumer, mais surtout aussi reformuler. C'est super important. Mm, On a tendance à copier-coller, puis je fais même moi-même la même chose justement quand je prépare mes cours. Mes premières diapos là, que je vais créer, par exemple, mes premières notes de cours, ben, il va avoir à peu près les mêmes mots qui étaient dans mon texte que je veux résumer, il va être encore là. Mais après ça, de travailler ça, puis de le mettre dans mes mots, de le reformuler avec quelque chose qui me parle davantage, de regrouper l'information aussi. Si je vois qu'il y a des thèmes communs, je peux tout regrouper ça, parfois sous un mot qui résume tout ce que je viens d'écrire. Hein. mhm, Par exemple, en soins de pied pour un patient diabétique, je disais ça à mes étudiantes, un long tableau, puis là-dedans, c'est écrit de ne pas marcher en gogoune, de ne pas marcher nu-pied sur la roche, de ne pas aller de marcher, en tout cas, tu sais, c'était plein de façons d'éviter des accidents. Je dis, mais as-tu vraiment besoin de te lister la façon que tu vas te prévenir de te cogner l'orteil ou tu es capable de l'imaginer toi-même? Fait qu'écrit prévenir les traumatismes à l'orteil ou au pied, en mm, fait. Ça va couvrir tous tes éléments qui sont dans ton tableau ici. Parce qu'au bout de la ligne, pour prévenir des traumas, c'est sûr que tu vas dire à ton patient, mais peut-être que c'est mieux pas des gogoons, monsieur. C'est sûr que mm, tu vas aller vers là. As-tu besoin de toutes les lister? Peut-être pas. Fait que de reformuler des fois dans quelque chose qui te parle un petit peu plus, éviter les bobos au pied, ça peut être suffisant pour ton exemple. mm. Si dans ta vignette clinique, après ça, il est écrit que le patient porte des gogoons, mais dans tes interventions, ça veut dire porter des chaussures adaptées. Des fois, il y a Ouais. des choses plus évidentes comme ça. Là. Mhm. Oui, ça, ou des fois des images. Moi, j'aime beaucoup travailler avec des images, ou comme genre émoticône un peu, là. Fait que, tu sais, ton histoire de pied, ben, je mettrais juste tu sais, des pieds qui marchent. Fait que pour moi, c'est puis nu-pied. Fait que juste une image, je suis capable de dire, ah ben oui, c'est vrai, il faut qu'il y ait des chaussures adaptées, il ne faut pas qu'il marche nu-pied, faire attention au froid, pas à la chaleur. Donc, fait que tout ça, c'est relié à le fait de marcher. Hein. Fait que ça aussi, si on est très visuel, d'être capable d'imager certains concepts, ben, ça va te ramener avec ta mémoire. Mhm. Mm, Fait que tout ça, c'est du travail actif de l'information. Dans le fond, ça te permet de consolider ta mémoire, donc de mieux te préparer pour l'examen, surtout tes stages puis la réalité d'infirmière, parce que il faut apprendre les choses, il faut qu'on les aide toujours dans notre tête. On ne peut pas décider d'oublier un concept sur le diabète, hein, parce qu'on va aller soigner des gens diabétiques là, plus tard. Fait que ça, côté sécurité, il faut que je m'assure de me rappeler de ces choses-là. Fait que de retravailler l'information beaucoup,
c'est beaucoup plus payant que de prendre un résumé déjà fait ou même le PowerPoint du prof puis de juste étudier ça. Mm. Puis, tu sais, dans la rétention d'informations, tu sais, on le sait que plus on attend, plus on en perd. Donc, tu sais, quand on apprend un cours, je pense que c'est aussi important de reviser. Tu sais, de reviser les notes que tu as prises en même temps. D'être capable soit de relire une deuxième fois ce que tu avais à lire et ensuite de t'en faire un résumé. Donc, fait que plus, tu sais, tu le fais tout de suite après. Puis à la fin de ta semaine, de dire, bon, qu'est-ce que j'ai eu dans ma semaine? Je vais aller relire mes notes que j'ai refait dans ma première journée ou le lendemain. Et ensuite de ça, bon, toute ma semaine est faite. Puis après ça, ben, 2 semaines ou 3 semaines après, ben, je vais le relire juste pour ramener ça en haut de ma mémoire pour que je m'en rappelle. Fait que quand je vais arriver à l'examen qui va être mi-octobre, ben, tu sais, je vais les avoir déjà lus 2, 3 puis 4 fois. Fait que là, je vais arriver au mois d'octobre, je dis, ben oui, je m'en rappelle encore. Fait que là, il y a peut-être juste certains éléments que je vais aller juste essayer de recomprendre parce que il y a peut-être des choses que j'ai mal saisies ou que j'ai encore oubliées, mais c'est beaucoup moins ardu d'aller chercher cette information-là parce que l'autre, ben, on l'a activée régulièrement. Elle revient toujours en mémoire, donc elle est plus facile à aller rechercher lorsqu'on fait un examen, puis on est en mesure de répondre à des questions. Ça Ben va oui. venir comme de soi. Sais-tu qu'est-ce que j'ai commencé à faire avec mes étudiants puis que je pense qu'ils pourraient faire eux-mêmes là, sans qu'on le fasse nécessairement? Je ne le fais pas à tous mes cours, mais j'ai commencé à leur demander, tu penses que c'est quoi mes questions d'examen aujourd'hui? Dans le sens, dans 3 semaines, on va avoir un examen là, sur la démence puis les contentions puis ces choses-là. Là, aujourd'hui, on a parlé du délirium, de la démence, des contentions. Tu penses que ça va être quoi mes questions d'examen? Puis là, on liste les questions au tableau. Là. On liste les thèmes, en fait, pas les questions nécessairement, mais par exemple la distinction entre le délirium puis le TNCM. Fait qu'on les liste au tableau. Souvent, là, ils sont vraiment dessus, hein, parce que je donne mon Ouais. cours, puis je sais très bien quel sujet je dois mettre l'emphase dessus, qu'est-ce que je dois répéter souvent, qu'est-ce que je veux être sûr qu'ils ont compris. Donc, quand ils sortent du cours, là, c'est frais dans ta tête, là. Prends en note dans ton cahier, là, 5 éléments que tu penses que ta prof, elle a focusé dessus, tu sais. Karine, aujourd'hui, elle a dit 6 fois que la contention n'était pas la bonne réponse à l'examen en aucun cas. Parfait. Ben, souligne-le, là. Ça ne sera pas la bonne réponse à l'examen, c'est sûr. Après ça, elle a dit, c'était quoi mes critères? Donc, juste de se rafraîchir la mémoire, puis en équipe, là, ils peuvent parler de ça avec leurs collègues, mais tu penses que c'est quoi Mhm. 5 choses importantes pour chacun des cours? Je pense que ça peut vraiment juste, justement, te permettre de retravailler l'information puis de garder ça en tête aussi, là, les éléments centraux finalement. Exact. Ou, puis même, tu sais, quand on dit, bon, on est correct, tu sais, on a fait nos premières lectures, on a été capable d'aller rechercher les informations. Tu sais, mettons, avant l'examen, tu sais, quand on se prépare à l'examen, ben, de commencer, de dire, bon, ben, j'ai le cours à Karine, elle a parlé des contentions, puis de prendre une feuille blanche, puis d'aller chercher tout ce que tu as dans ta mémoire encore par rapport à ça. Ah, elle a parlé de telle affaire, ça c'était important. Puis si j'avais un patient qui avait une démence, bon, il fallait que je fasse telle évaluation, telle intervention. Donc, tout ce que tu es capable de reproduire sur une feuille, c'est parce que ça veut dire que tu l'as déjà bien intégré. Là, après ça, tu revises ça avec les notes que tu as prises pour aller, puis peut-être avec une autre couleur, de dire, ah, ça, ces éléments-là, je les avais oubliés. J'avais oublié qu'il fallait que je fasse tel test, que cette intervention-là, donc les contentions que c'était jamais, je ne l'ai pas marqué, je vais aller le rajouter. Donc, fait que ça aussi, c'est un rappel de mémoire, puis ça nous aide à les comprendre. Oui. Donc, au niveau des thèmes, mais aussi de le faire sous forme de, si j'avais un patient, j'ai un patient qui a une démence, qu'est-ce que je vais faire? Puis de le faire en fictif, de dire, je m'en vais peut-être en stage, j'en ai jamais eu, moi, de patient qui avait une démence ou qui avait un délirium. Comment je vais être capable de reconnaître ça, moi, chez un patient? Donc, puis d'essayer de me faire genre un plan de travail pour dire, bon, ben là, maintenant, j'ai mon patient qui a un délirium, donc qu'est-ce que je devrais évaluer, qu'est-ce qui va être prioritaire? Donc, ça peut aussi devenir plus concret sur certains thèmes ou certains concepts qui sont des fois un peu plus généraux, mais quand on essaie de les inculquer dans un contexte qui peut être possiblement réel, parce que l'objectif, c'est ça d'abord, hein, c'est d'apprendre la théorie pour qu'on soit capable de le voir en stage.
Mhm. Puis la majorité de nos étudiants ont des stages durant leur cours de théorie. C'est souvent ça, le parcours de l'étudiant, là. Donc, si tu es en stage la veille ou durant cette semaine-là, tu peux appliquer les concepts que tu vois présentement en classe à tes patients en stage, même si ils n'ont pas de diagnostic de ce que tu es en train de. Ben, OK, mais comment je l'évalue chez lui? Peut-être que je vais dépister des choses aussi. Des fois, on voit des petits TNCM qui Mhm. commencent, des petites démences qui vont commencer. Donc, comment je le verrais chez ce patient-là? Puis, qu'est-ce que je peux évaluer pour m'assurer que c'est pas là? OK, si lui développait telle chose, qu'est-ce que je ferais? Donc, de toujours finalement l'appliquer à la réalité, je pense que ça peut vraiment aider la rétention, la compréhension, puis de faire de nous des meilleures infirmières après, finalement, là. Mais donc, le lien avec la réalité est vraiment important. Oui, oui, puis ben, c'est comme ça qu'on va le conceptualiser, puis ça va faire une référence qui est logique. Parce que juste apprendre des mots pour apprendre des mots, ça ne donne rien. On va les apprendre, mais ça n'a pas de logique. On fait juste connaître le mot, mais si on n'est plus capable de l'appliquer, si on n'est pas capable de trouver un sens dans notre stage, ça donne quoi? Ça donne pas grand-chose. Et donc, on a De la besoin beaucoup de conceptualiser. Mais, on voit des cas aussi en stage, puis que moi, j'ai pas un cas intéressant pour ma théorie, mais que j'entends qu'il y a un patient dans telle chambre qui a tel diagnostic, ben, je peux demander à l'infirmière peut-être de m'expliquer un peu son cas ou juste regarder le dossier clinique du patient aussi, essayer de Mm. faire des liens avec lui, de qu'est-ce qui se passe, de pourquoi c'est comme ça, puis après ça, qu'est-ce qu'ils font comme intervention? Ah oui, est-ce qu'on pourrait en faire d'autres? Juste réfléchir ça peut nous permettre d'étudier finalement Mm. la matière en action, en réalité. Exact. Puis tu sais, quand on travaille, tu sais, on travaille beaucoup les pathologies, hein. C'est sûr, en soins infirmiers, on est beaucoup en concept de pathologie. Mais tu sais, moi je dis toujours, tu sais, comme infirmière, on fait trois choses. Tu sais, on évalue, on intervient, puis on assure la continuité des soins. Donc, tu sais, quand on étudie, on devrait l'étudier aussi de la même façon. Fait que, tu sais, si j'évalue, tu sais, si on est parce que j'ai fait beaucoup de chirurgie, donc, tu sais, si on surveille en post-opératoire, ben c'est bien beau de dire, je vais lever la tête de lit, je vais faire ci, je vais faire ça. Ouais, mais au départ, il faut que tu évalues. Parce qu'avant de dire que je vais lever la tête de lit, il faut bien que je vois pourquoi je vais le faire. Donc, ça veut dire que mes évaluations, donc les informations que je vais chercher chez mon patient, c'est ça que je vais prendre puis je vais analyser. Puis après ça, je vais dire, ah ben oui, là, je vais être capable d'associer l'intervention par rapport à ce que je vais avoir été chercher comme évaluation. Mhm. Donc, fait que ça aussi, en étude, tu sais, de le mettre dans un schéma, de dire, OK, bon, ben, je sais pas, là, je suis dans mon stage de chirurgie, on apprend les post-opératoires, c'est quoi les surveillances puis les interventions post-opératoires? Ben, déjà, de me le faire en deux colonnes, mes évaluations versus mes interventions. Tu sais, si mon patient, il n'est pas hypotendu, je n'irai pas faire des interventions pour augmenter sa pression. Si mon patient n'a pas de douleur, je n'irai pas lui donner des calmants, même si ça fait partie des interventions que je dois faire. Ouais. Donc, tu sais, des associés comme ça vient aussi, je pense que ça nous aide à être moins interventionnistes. On apprend beaucoup, puis on montre comme prof aussi beaucoup qu'est-ce qu'on doit faire. Mais si on ne sait pas, si on n'est pas capable de trouver les éléments qui vont nous indiquer quoi faire, bien, c'est là où on passe à côté. Puis on le voit en stage, c'est régulier. Tu sais, ah, ben là, je vais faire telle intervention. Pourquoi tu fais ça? Ben, parce que c'est écrit, c'est ça qu'on doit faire. Ouais, mais pourquoi tu le fais? Puis le pourquoi va venir de l'évaluation que tu vas avoir, les informations, on parle d'évaluation, mais surtout l'information que tu vas avoir été chercher pour ce patient-là, qui va te dire, oui, c'est la bonne intervention. Mm. Mm. Donc, Euh, on a de la misère à combler notre évaluation, voir qu'est-ce qui manque dans celle-ci. Je pense que c'est mhm, une des faiblesses des infirmières sur le terrain, mais aussi de nos étudiantes. Puis c'est un des défis aussi qui est mentionné à l'examen de l'OIQ, là. Juste comme ça, si vous voulez focuser mhm, sur votre étude pour l'évaluation, c'est une bonne idée. C'est des combles qui sont à manquer, là, qui sont à mhm. des combles qui sont à manquer. C'est pas ça que je veux dire du tout, mais vous m'avez compris. C'est des choses à Combler les combler dans votre lacunes. étude. Ouais.
La rentrée me rend ça difficile. Ben oui. Mais tu sais, quand on regarde, tu sais, quand on enseigne une pathologie, on enseigne des signes, des symptômes. Ben, des Oui. signes, des symptômes, c'est de l'évaluation. C'est ça qu'on s'en va chercher. Si on cherche, tu sais, il va avoir, il y a de la cyanose péribuccale, il va avoir ci, il va avoir ça. Bien, ça, c'est des éléments que tu vas aller rechercher chez ton patient, soit en signes, en symptômes ou en examen laboratoire, avec la médication qu'il va avoir. Tu sais, la médication, c'est aussi de l'évaluation. D'aller chercher c'est quoi les médicaments, mais après ça, on va dire oui, je vais donner le médicament ou je ne le donnerai pas, ou c'est un effet secondaire du médicament. Donc, il faut voir que tout ce qu'on va aller chercher comme signes, comme symptômes, comme signes vitaux, tout ça, c'est toutes des évaluations. Mhm. Peut-être comme prof, peut-être qu'on ne met pas peut-être assez l'emphase là-dessus. De dire tout ça, c'est des éléments que vous allez rechercher chez vos patients. Tu sais, ils sont Mais tous là. on est tous dans les soins, je pense, pour aider le patient. Puis on est là pour soigner, puis justement, qu'il aille mieux. Puis des fois, peut-être que ça nous fait écarter un petit peu l'évaluation parce qu'on veut que ces choses-là se passent vite, parce qu'on veut qu'il soit mieux, soulagé de sa douleur, soulagé de sa détresse, qu'elle soit physique ou psychologique. Puis fait qu'on va beaucoup être dans l'intervention, mais ça nuit à notre patient aussi de ne pas faire une évaluation qui est complète. Mhm. Ou peut-être parce que c'est déjà très bien intégré dans nous, donc ça devient comme normal. Donc, quand on refait le processus d'évaluation ou quand on pose des questions, moi, je l'ai fait beaucoup, tu sais, dire, bon, oui, on va donner un calmant. Tu sais, c'est comme, ben, c'est normal, il arrive de post-op, c'est normal qu'il y ait de la douleur. Mais si tu en demandes pourquoi tu vas lui donner, ben, parce qu'il vient d'être opéré. Ouais, mais pourquoi, qu'est-ce qui t'a amené à dire que tu vas avoir ça? C'est là qu'on embarque dans les modes évaluation. Donc là, on fait vraiment le lien entre l'intervention puis l'évaluation qu'on a faite préalable. Oui. Hein? Fait que quand on étudie, on devrait aussi l'étudier puis de faire nos notes du même principe. Tu sais, mon patient, mon post-op, bon, qu'est-ce que je dois évaluer? Oui, de la tête aux pieds. Parfait. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça va te donner quand tu commences en haut, quand ton état de conscience? Pourquoi tu l'évalues, l'état de conscience? Pourquoi c'est si important? Donc, si tu es capable d'expliquer puis de dire quelle sera l'intervention si c'est pas normal, parce que si c'est normal, on n'aura pas d'intervention à faire. Mais si ton état de conscience n'est pas normal, c'est pourquoi, puis qu'est-ce que tu vas faire? Oui. Système respiratoire, même chose. La fréquence respiratoire, bon, c'est quoi tes normalités? Puis si c'est pas normal, ça va être en haut, ça va être en bas? Si c'est en haut, c'est qu'est-ce que tu vas faire? Si c'est en bas, qu'est-ce que tu vas faire? Ça, c'est une bonne façon de réviser aussi, puis de s'assurer qu'on a Mhm. compris, qu'on a retenu la matière, c'est de pouvoir l'expliquer. Puis on peut l'expliquer à un autre de nos étudiants avec qui on travaille, tout ça, mais on peut aussi l'expliquer à un parent, un proche. Tu sais, c'est pas obligé d'être quelqu'un qui est dans le domaine. Encore mieux si c'est quelqu'un qui n'est pas dans le domaine, parce que s'il comprend, ça veut dire que toi aussi, tu comprends vraiment bien, probablement. Oui. Donc, d'expliquer ça à un proche, je pense que ça peut être une bonne alternative pour voir si tu es en mesure de bien expliquer les choses, vulgariser. Ça montre souvent que tu as bien consolidé tes concepts théoriques. C'est un bon truc, encore une fois, là, ça aussi. La capacité de vulgariser fait en sorte que parce que tu l'as bien compris. C'est Si ça. tu as trop des mots trop compliqués, à moins que ce soit de la terminologie que tu es en train d'étudier pour ton examen, donc là, tu vas, mais même encore, si tu es capable de prendre la termino puis de l'expliquer dans des mots que monsieur, madame, tout le monde sont capables de comprendre, ça veut dire que tu as compris ce que ça voulait dire. Tu n'as Hmm. pas juste appris des termes pour apprendre des termes. Bon, après ça, il y a Hein? le danger qu'aucun des deux comprend rien. Mais là, ça, si toi, tu ne comprends pas, tu Ouais. expliques, puis que l'autre ne comprend pas non plus, peut-être que vous en rendrez pas compte, mais souvent, c'est pas ça qui arrive, heureusement. Là. Mhm. Vous comprenez assez bien. Fait que quand vous l'expliquez, vous allez voir si vous vous trompez. Là. Fait que ça peut être une Mhm. bonne méthode d'étude. Ah oui, puis c'est ça. Ben, vraiment de le travailler en équipe. Donc, tu sais, vous êtes plusieurs, vous êtes ou juste deux, puis, tu sais, on n'est pas obligé d'être en. Tu sais, on peut se servir des technologies qu'on a, tu sais, de se parler en ligne comme ça, puis de se poser des questions l'une et l'autre. On peut même s'enregistrer ensemble, puis après ça, se réécouter. Mhm. Oui, donc, ça, c'est des façons, des stratégies. Je pense pour celles qui sont très auditives, qui ont bien beau lire, puis essayer de faire des schémas, puis c'est plus difficile. Mais lorsqu'ils écoutent,
tout rentre. OK? Donc, ça peut aussi de dire, je me fais un résumé, je m'enregistre, puis ensuite de ça, ben, quand je suis dans le métro ou je suis en auto, me réécoute. Oui. Donc, ça, c'est aussi une belle façon de se remémorer ou de dire, bon, ben, toutes mes notes de cours, donc oui, je les écris, mais je les entends aussi. Fait que je vais m'enregistrer, puis une fois par semaine, une fois par 15 jours, je réécoute mes enregistrements. C'est une bonne amie. Oui. Ben, c'est ça, c'est plein de trucs. Je ne sais pas s'il y en a qui vont avoir des trucs, ben, suite à notre podcast, là, ça serait le fun qu'ils nous donnent leurs trucs pour justement faire la rétention de la théorie, parce que on en a beaucoup de théories, puis on ne peut pas apprendre nos trois Lewis, puis notre Potter, puis le guide de médicaments au complet. Tu sais, il y a une capacité, il y en a qui ont une capacité de mémorisation qui est beaucoup plus forte que d'autres. Il y en a Mm. qui ont cette facilité-là, mais la mémoire, donc d'apprendre, de savoir que tel terme ou qu'est-ce que Karine m'a parlé, c'est à la page 372 dans le petit carreau en haut à droite, je suis capable de le revoir. Ça, c'est de la mémorisation, mais ça n'aide pas à la compréhension. Donc, il faut savoir que ce petit carreau-là, qui avait les signes vitaux ou les signes de cette pathologie-là, je vais être capable aussi de les comprendre. Je pense qu'il faut normaliser que c'est à peu près impossible, justement, de se rappeler de tout. Il y en a Mm. que c'est leur force, là. J'ai beaucoup d'admiration pour ça. Moi, la première, il y a plein de choses que j'ai oubliées, puis que j'ai besoin de retourner dans mes livres, j'ai besoin de ressortir ça. Tu sais, quand j'ai recommencé à enseigner la gériatrie avant que j'étais dans une autre spécialité, je me suis remis dans les livres, puis il y a des choses que j'ai fait. Oh, ça fait longtemps. C'est Mhm. normal de ne pas tout savoir, même avec plusieurs années d'expérience. Fait que il faut que nos étudiants ils normalisent ça aussi. Là, tu vas avoir des trous. C'est sûr, il y a des choses que tu ne te Mhm. rappelleras pas sur un sujet que tu as vu là, un an durant tes cours. C'est correct. L'important, c'est de savoir peut-être où chercher l'information, comment la retrouver, que ça soit justement en utilisant, si j'ai bien retravaillé l'information quand j'ai fait mon cours là, un an, que je l'ai travaillé plein de façons différentes, que je me suis fait un schéma, que je me suis mis des couleurs, que j'ai mis un émoticône qui était Mhm. comique. Juste ça, ça va me permettre de me rappeler où est-ce que c'est peut-être cette information-là puis me guider dans ma recherche. Puis sinon, ben, vos manuels et tout ça, mais c'est normal là, qu'il va y avoir des trous à combler. Mhm. L'important, c'est présentement dans mon cours, qu'est-ce que je dois savoir, qu'est-ce que je dois consolider. Puis après ça, de reconnaître que peut-être que j'ai besoin de réviser un sujet que ça fait un an que j'ai vu. C'est correct. On va retourner réviser. Puis ça fait partie de la normalité là, de faire ça. Mhm. Mais ton rappel de connaissances va être beaucoup plus rapide. Mais hein, Tu sais, quand tu arrives avec mettons, en gériatrie, puis là, il faut que tu réapprennes les signes vitaux gériatriques, mais tu te souviens plus trop des normalités, tu vas retourner voir ton cours que tu as appris les signes vitaux, puis rapidement, tu vas dire, ah oui, c'est vrai. Donc, ça va revenir tout de suite à la mémoire, à la surface, mais tu n'auras pas la même difficulté que tu as eu au départ d'apprendre les signes vitaux, puis d'apprendre les valeurs, puis de pourquoi on prend ces évaluations-là pour les signes vitaux. Ça va être juste comme, c'est acquis, mais il y a des petits éléments que tu vas aller rechercher, mais ça va se faire beaucoup plus vite. Mais si tu n'as pas eu une bonne base, si tu n'as pas pris le temps de bien acquérir ces éléments-là de base, quand tu arrives en sixième session, tu es obligé de les réapprendre parce que ta base n'est pas solide. l'enjeu, c'est peut-être l'engagement dans notre apprentissage. Tu sais, des fois, on est en mode un peu survie, là, je comprends. Fait qu'on arrive en classe, puis on prendra pas nécessairement de notes parce qu'on a la tête pleine, puis tout ça, puis on va peut-être pas avoir fait nos lectures préalables. Fait que tout ça, ça nous enlève des outils sur quoi on va pouvoir construire plus tard. Fait que c'est sûr que même si on est moins motivé cette semaine, puis qu'on sait que nos notes seront pas extraordinaires, peut-être que c'est correct quand même d'en prendre. C'est important de rester tu sais, tu es en classe, là. Tu t'es levé un Mhm. matin, tu as pris 3 heures de ton temps pour t'asseoir en classe puis m'écouter parler. Ben, rentabilise-le, ce 3 heures-là, là. Assure-toi qu'il soit payant parce que sinon, tu aurais dû rester dans ton lit, là. Fait que Mhm. même si tu es fatigué, même si tu es en stage hier soir, je sais, des fois, c'est tough, essaie de rester actif dans ton apprentissage. Pose des questions. Euh, des fois, on prend des notes, puis on est confus dans nos notes, puis ça sera peut-être pas des notes que je vais utiliser après,
Mais juste le fait que je prends des notes puis que je tape, Mm. que je reste réveillée, là, finalement aussi, ben ça peut faire que je me rappelle plus des choses un petit peu plus tard aussi, là. Oui, puis tu sais, c'est vrai que des fois, on n'est pas toujours dans le bon mood, mais justement, tu sais, puis c'est déjà arrivé, moi j'avais des cours à l'université, puis je prenais des notes, puis quand, tu sais, si je prenais pas la peine de reprendre ces notes-là, tu sais, de les relire rapidement, j'arrivais au bout de, ah, c'est pas grave, c'est mon cours, c'est la semaine prochaine, je regarde ça la veille, je comprends plus mes notes. Puis là, j'essaie de me rappeler ce que la prof m'a dit. Je m'en souviens pas. Mais dès que je le refaisais la même journée, soit le soir ou le lendemain, je me souvenais pourquoi j'avais écrit ce petit mot-là à côté de telle Mmh. place ou tout ça. Fait que là, j'étais capable de restructurer mes notes beaucoup plus facilement. Plus on attend, plus on perd pourquoi on l'avait écrit. Oui. Hein. Puis peut-être aussi d'enlever nos distractions. Tu sais, quand on est là pendant 3 heures pour un cours, tu sais, soyez là en vrai. Tu sais, si vous êtes sur votre téléphone ou vous êtes en train d'étudier parce que vous avez un examen d'anglais après, ben venez pas au cours. Parce que d'un, il n'y a absolument rien qui va rentrer. Vous allez augmenter votre stress pour rien parce que vous allez dire, ben, j'ai rien compris du cours. C'est sûr que tu n'étais pas attentive. Donc, tu sais, C'est du temps comment. perdu, tu sais, parce que dans le fond, tu n'étudies pas beaucoup pour ton examen d'anglais parce que tu es préoccupé par ton cours présentement. Puis tu n'écoutes pas beaucoup parce que tu es préoccupé par ton cours d'anglais. Fait que c'est comme un cercle vicieux. Tant qu'à ça, on va faire le bon choix. C'est super logique, je pense. Oui. Eh oui. Donc, tu sais, d'être vraiment là, puis de dire, regarde, oui, ça me tente pas, je suis fatiguée, j'ai ci, j'ai ça, puis là, je suis stressée parce que j'ai un examen qui s'en vient. Mais pendant ces 3 heures-là, je me déconnecte de tout, puis j'écoute mon cours. Parce que si j'ai un cours de cette matière-là, c'est parce que c'est important pour mes soins infirmiers. Puis, à- dans tout ça, je vais en avoir besoin dans ma carrière. Mhm. Quand je vais être infirmière, je vais avoir besoin un jour ou l'autre de cette information-là, de cette patho-là. Et puis si je l'ai pas bien apprise, ben, je serais peut-être pas capable de reconnaître les symptômes de mon patient. Fait que je verrai pas qu'il est en délirium ou je verrai pas qu'il est ci ou ça. Puis là, ça va passer tout droit, puis c'est le client au bout de la ligne qui paye. Oui. Nos étudiants, des fois, ils vont faire les lectures, mais ils ne viendront pas en classe. Ils vont utiliser le PowerPoint, ils vont utiliser les notes de cours, puis tout ça, puis les manuels. Ils vont peut-être aller chercher des schémas aussi, déjà faits ailleurs, achetés. Puis là, ben, ils ne viennent pas en classe, puis ils viennent faire l'examen, puis ça passe. Ça peut réussir, l'examen, ça se peut. Qu'est-ce que tu penses que le prof amène? Dans le fond, pourquoi on ne ferait pas les soins infirmiers à distance? Il y a une raison pourquoi on ne fait pas ça. Pourquoi on ne ferait pas ça dans des livres seulement, puis de juste faire des lectures puis de passer un examen de temps en temps. Il y a une raison pourquoi on fait des cours, pourquoi on voit quelqu'un devant nous. Qu'est-ce que tu penses que le prof amène de plus, justement? Puis pourquoi je me présenterais en classe, ça serait bon pour mon apprentissage, tu sais? Ben, d'un, oui, il faut se préparer à ça, mais le prof amène de la clarté, amène des précisions sur de l'information, t'amène à faire des liens. Donc, de dire, bon, ben, oui, on a ces signes-là, mais, tu sais, c'est à cause de ça, c'est ça qui va amener telle affaire, les médicaments vont donner. Donc, on a beaucoup d'informations parce que si on prendrait le temps de regarder notre verbatim, tu sais, donc tout ce qu'on dit dans un cours de 3 heures, c'est beaucoup d'informations. Tu sais. Mhm. Donc, cette information-là nous aide à comprendre, nous aide à clarifier ce qui est prioritaire de ce qui l'est moins. Parce que nos volumes de soins, il y a des éléments que pour une infirmière novice, c'est pas pertinent, mais pour une infirmière d'expérience, oui, ça va l'être. Parce que plus on comprend quelque chose, plus on va aller en profondeur. Puis là, il va y avoir aussi des informations de profondeur qui vont nous aider dans une expertise. Mais au départ, ça prend le minimum. OK? Mhm. Donc, le prof est là aussi pour dire, bien ça, pour l'instant, c'est pas important. Tu sais, donc, on ne le verra pas. Tu sais, il y a certains, je sais pas, mettons, certains examens paracliniques qui sont très, très pointus pour X problèmes. Mais Ouais, des fois, dans les manuels, il y a des choses qu'on ne voit même pas au Québec, là. exact. Mais tu sais, Ouais. je veux dire, oui, c'est quelque chose qui existe, mais tu sais, on dit souvent pour l'examen, c'est pas important. Mais c'est pas pour l'examen, c'est pas important, c'est que tu n'en auras pas besoin pour ta pratique non plus. Tu sais, puis ça, c'est médical.
ce qu'on fait, tu fais un cours de soins infirmiers. Donc, fait que là, le prof va amener vraiment cette couleur-là davantage de soins infirmiers parce que des pathos, au départ, c'est physiopathologique, c'est les médecins qui vont donner des traitements, vont prescrire les examens. Mais comme infirmière, on doit comprendre les examens. On ne veut pas les faire, mais on veut savoir pourquoi ils sont prescrits. Qu'est-ce que ça va donner de plus? Médication, c'est la même chose. C'est pas nous qui allons décider quelle molécule on va donner. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'elle va faire, cette molécule-là, parce que à la fin, c'est nous qui sommes les yeux du médecin. Donc, s'il y a une problématique, s'il y a un effet secondaire du médicament, il faut être en mesure de le voir. Mais si je ne sais pas, si je ne m'attends pas à ce qu'il y ait une chute de pression, je ne prendrai pas la pression. Donc, je ne verrai pas qu'il y a une chute de pression. Mais si je m'en attends, ben, c'est comme évident que je vais contrôler la pression de ce patient-là quand il prend ce médicament-là. Hein? Donc, puis c'est ces éléments-là qui sont importants. Ben, après ça, qu'est-ce que ça va jouer dans la pression, les barorécepteurs de ci, de ça? Oui, c'est le fun à connaître, mais est-ce que c'est prioritaire? Tu sais, donc là, on s'en va davantage dans l'expertise. Puis plus on comprend quelque chose, plus on est capable de le vulgariser après. Oui. Oui. Tu le dis, tu sais, le prof est plein d'expertise, je pense, puis c'est ça que tu viens chercher en classe, là. Mm. Tu payes pour ces frais de scolarité-là, d'ailleurs, fait que viens les chercher, mais ces enseignants-là qui sont là, ils ont un bon bagage souvent, sont capables de donner des exemples de comment appliquer cette matière-là de façon différente, dans plein de contextes différents. On a des anecdotes aussi, des fois, qui vont Mhm. être comiques, qui peuvent permettre de te rappeler du patient délirium que Karine a vu parce qu'il y avait telle manifestation, puis il parlait des cochons roses qui flottent. Tu sais, juste Ah d'avoir oui. une autre image de la matière, je pense Mhm. que ça peut vraiment aider aussi. Mhm. L'expérience qui est devant toi, c'est de viens chercher ça parce que c'est du jugement clinique. Je te transmets ma réflexion de pourquoi j'ai agi comme ça ou comme ça dans une situation. Ben, c'est du modeling aussi, tu sais. On vient voir puis on vient apprendre de la personne qui est devant nous. Mm. Puis ça, je pense que c'est pas à négliger là, dans ta présence en classe. Oui, puis en même temps, ben, tu peux, la prof est là aussi pour t'aider à valider des éléments que tu comprends moins. Tu sais, de dire, vous avez expliqué ça, 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 mais je ne comprends pas pourquoi ça arrive aussi. Donc là, on est capable de reprendre l'information parce que ça n'a pas été clair, mais tu sais, il faut quand même que tu aies écouté ou que tu aies fait tes lectures. Tu sais, si c'est la base, puis que tu n'as même pas, on voit que tu n'as même pas lu, c'était écrit dans le texte, puis tu ne l'as même pas vu, bien là, je veux dire, premièrement, commence par faire tes lectures, puis après ça, viens me poser la question si tu ne la comprends pas. Tu sais, notre matière, puis surtout, c'est sûr qu'on est habitué, c'est de la matière qu'on donne souvent. Donc, les lectures préalables qu'on donne, c'est parce qu'ils sont pertinentes. Mais si on voit que tu ne les as pas lues, si je te demande de les lire, c'est parce qu'il y a une raison. Moi, mon cours de soins infirmiers, il est fait depuis longtemps. Donc, tu sais, je te donne des outils pour justement t'outiller pour devenir une infirmière plus tard. Donc, utilise ces outils-là. Moi, je Oui, le vois de cette façon-là beaucoup, hein. ah, c'est vrai. Mm. On parlait de maintenir l'attention en classe, puis une des choses que je reviens en arrière, mais que je vois que nos étudiants font pas beaucoup, c'est de prendre une vraie pause. Puis d'être en classe pendant 3 heures de temps, puis des fois c'est 4 heures même. Ta prof Mhm. elle te donne une pause de 15 minutes, puis tu restes assis à ton bureau devant ton ordinateur, puis Non. tu peux pas bouger d'un poil durant cette pause-là. C'est sûr qu'après ça, de maintenir ton attention durant le reste du cours, ça va être difficile. La semaine passée, là, il faisait super beau. J'ai donné une pause de 15 minutes à mes étudiants, alors que je pourrais en donner moins, là, selon les barèmes de mon cégep pour les pauses, hein. Je leur donne 15 minutes, je leur dis là, allez prendre l'air, il fait beau, parce qu'après ça, on a encore un gros bloc de théorie à faire et tout ça. Ben, ceux qui sont restés dans la classe, là, leur attention, après, c'était plus difficile, là, c'est sûr. Il faut se lever. C'est pas tout. Tu sais, des fois, on n'a pas faim, on n'a pas soif, puis on n'a pas besoin d'aller aux toilettes. Je comprends ça, c'est nos besoins fondamentaux. Mais aller prendre l'air, c'en a un autre. Puis ça Mm. peut vraiment faire la différence, juste de sortir de la classe, puis d'aller prendre un petit peu d'air dehors, de voir le soleil un peu. Des fois, on a des classes pas Mhm. de fenêtres. Ça peut Ou, changer tout notre état d'éveil pour la suite. Puis ça, c'est ça. mine de rien, ça peut faire une grosse différence. Ah oui, puis juste bouger aussi.
Tu sais, vous autres, vous avez plusieurs étages là, dans votre cégep. Tu sais, de prendre les marches, de monter les marches, deux, trois étages, redescendre aussi. Tu sais, c'est cardiovasculaire, ça fait monter un peu. Tu sais, ça va t'aider, ça va. Même si tu es à l'intérieur, ça va changer aussi ta dynamique. Puis on le sait que ça sort, tu sais, il y a plein d'adrénaline, d'endorphine qui va sortir, qui va faire en sorte que quand tu vas te rasseoir, il me semble que ça va faire du bien. Tu sais, parce que tu as bougé. Tu sais, c'est sûr que le beau soleil dehors, c'est le fun en plein été, mais lorsqu'on arrive au mois de janvier, février, ça ne nous tente pas de mettre notre manteau puis tout. Fait Très que loin à -30, là, c'est ouais. ça. Mais de le faire dans des. Tu sais, ça, tu sais, de monter des escaliers, tu sais, selon comment votre cégep est fait, nous, c'est fait comme des îlots. Fait que on est capable facilement de faire le tracé, de se promener, de faire le tour de l'étage, puis après ça, on est correct. Mm. Hein. Donc, oui, de bouger. Puis, même si on n'a pas soif, juste de boire un peu, d'aller à la buvette. Ça, on a toutes des bouteilles. Donc, tu sais, d'aller remplir ta bouteille pour plus tard. Tu sais, de te prendre une gorgée d'eau, deux gorgées d'eau. Puis, mais. Ouais, la buvette dans ma tête, Sylvie, c'est un bar. Fait que là, je dirais pas Ah, OK. Non, nécessairement aux étudiants là, d'aller à la buvette du coin, mais non. aller à l'abreuvoir, si À vous... l'abreuvoir, oui. Ça doit être des termes qu'on a par chez nous. Mais Oui, non, ben, d'aller remplir ta gourde, effectivement, dans les abreuvoirs. Le mais buvette, je non, vais mais ça l'oublier. marche aussi, c'est ça, c'est juste comme... Je suis pas Oui, sûre que oui. l'attention va être aussi soutenue s'ils font ça pendant la pause. Non. Ou il risque de ne pas revenir de la buvette. Ah. Oui, fait que maintenir notre attention durant le cours, c'est important. Il y a des étudiants que c'est difficile aussi, mais tu sais, des fois, on voit, là, on s'endort durant la classe, puis j'ai déjà eu le même affaire, là. Tu sais, quand tu commences à t'endormir, c'est difficile de sortir de cet endormissement-là. Si vous savez là, que vous êtes fatigué ou que vous avez plus de misère au niveau de l'attention, vous pouvez demander à votre prof si vous pouvez vous lever durant la classe, puis juste être debout en arrière. Évidemment, on se met en arrière si on pense devoir se lever durant la classe, là, c'est plus poli. Mais moi, j'ai déjà accepté que mes étudiants se lèvent debout durant la classe en arrière, qu'ils marchent un peu. Ça fait juste te réveiller. Si tu restes assis et que tu t'endors, là, c'est terrible. Mm, Puis à la limite, ben, si tu t'endors trop et que tu as besoin, là, sors de la salle pendant 5 minutes, va marcher même si le cours est en cours. Tu t'excuseras après à ta mm, prof, tu diras là, je m'excuse, mais c'est parce que là, il fallait que je fasse de quoi. Tu reviens t'asseoir. On est tous, physiologiquement, c'est normal de s'endormir durant un cours après le midi, là. mm. Quand que Ah tu ouais, oui, parce que tu viens de quand t'as manger. mangé puis tu digères. Fait que Mm, tu peux le demander si tu veux sortir un ouais. peu. Puis ça, tu sais, au cégep, là, on accepte ça maintenant, là. T'as pas besoin de demander la permission pour aller aux Mm. toilettes, là. Exact. Ou des fois, juste se repositionner, tu sais, de s'asseoir, tu sais, de se regrander, mettre les deux pieds à terre, puis de se remonter un peu à la colonne, parce que des fois, on est plus arrangé comme ça, là. Mais tu sais, aussi de changer de position, ça peut aider si tu peux pas sortir. Je sais qu'il y a encore des cégeps où tu peux pas nécessairement sortir, puis si tu sors, tu ne rentres pas. Donc, tu sais, c'est sûr de s'adapter avec les cours, mais Mais je de pense se que repositionner. si tu demandes, ton prof va dire oui. Tu sais, si tu dis, moi, des fois, j'ai de la misère à avoir de l'attention, Mhm, est-ce que ça te mhm, dérangerait? Je me mets proche de la porte, je me lève de. Tu sais, je vais sortir si ça te dérange que je sois debout dans la classe, mais des fois, il faut juste faire preuve d'humilité puis le demander, là, je pense. exact. Ah C'est oui. sûr que c'est Puis, challengeant, des fois, pour certains. uh-huh. Puis il y a des trucs aussi, tu sais, des fois on a, ben là c'est sûr que quand il fait chaud dans la classe, on n'a pas grand-chose, mais tu sais, des fois on a bien des pleurs aussi, tu sais, on a deux, trois gilets, tu sais, d'en enlever une ou deux, là, juste pour avoir un petit frisson, là, ben ça peut aider si on n'est pas capable de sortir de la classe. Ben oui. Ouais. Mm. Clignoter. Bon, Ben après oui, ça, grignoter, c'est puis permis, il y a quelque chose qui sent pas trop fort, qui fait pas full bruit. exact. Mais c'est vrai que manger, ça, en tout cas, à moins que les enfants, des fois, ça arrivait, là, tu sais, ils mangeaient puis ils s'endormaient, ils tombaient dans leur assiette. Mais de façon générale, si on mange, tu sais, des amandes, des petites choses, c'est sûr qu'on va se tenir réveillé. Puis, Ouais. tu sais, la phase d'endormitoire, elle reste pas longtemps. Des fois, c'est 10 minutes, puis après ça, oups, on est correct, puis c'est revenu, là. Mm. Mm, Fait que être présent, être engagé dans notre apprentissage, dans nos notes, dans nos lectures, faire des schémas, puis de retravailler l'information très souvent, mm, c'est ça qu'on a dit tantôt, de façon différente, travailler l'information de façon différente, mhm, de comprendre, c'est ça qu'on a dit tantôt. ouais. Je pense qu'on a un bon tour d'horizon. Oui, puis de l'apprendre pour une raison aussi.
On l'apprend pas. Oui, c'est sûr qu'on l'apprend pour l'examen. L'examen, c'est pour s'assurer que vous avez un minimum de connaissances, les éléments importants, que vous avez pris le temps de les étudier, puis on s'assure que vous avez appris quelque chose. Mais c'est beaucoup, en tout cas pour moi, c'est encore plus important de l'apprendre pour les stages, parce que c'est ta carrière que tu es en train d'étudier. On demande à nos médecins d'être up-to-date, puis si j'ai un signe et symptôme, j'ai quelque chose, on veut qu'ils trouvent qu'est-ce que j'ai. Mais pour qu'ils puissent trouver ce que j'ai, il faut qu'ils l'aient étudié. Fait que s'ils l'étudient juste à peu près, euh, on n'est pas trop, on n'aime pas trop ça. En soins infirmiers, c'est la même chose. Un plombier, c'est la même chose. On demande à un plombier qui vienne chez nous parce que le robinet fuit, bien, on veut qu'il soit en mesure de le réparer puis de le réparer correctement. Mm. Mais s'il n'a pas passé son cours so-so à pas trop étudier, ben ça se peut qu'il te fasse une job qui ne sera pas correcte puis que ça va continuer à fuir. Donc, tu sais, l'école, rendu au cégep, ben c'est pour ça qu'on y va, pour apprendre un métier. Mais toutes ces connaissances-là, on va en avoir besoin pour faire notre métier. Fait que si Ouais. on part déjà là-dessus, puis tu sais, les journées où ça nous tente moins d'étudier, puis de dire, ouais, mais c'est parce que c'est ma carrière, là. Puis un jour, ça va être mon gagne-pain, puis je vais être capable de vivre des soins infirmiers parce que ça va être ma profession. Ben, il faut que faut que je les aie, mes connaissances, pour pouvoir le faire. Pour Sinon, la ben, je ne donnerai sécurité pas des des soins de patients. qualité. Oui, pour la sécurité, pour mes soins qui soient de Mhm, qualité, pour que quand mon patient présente certains signes, j'ai des red flags qui allument, qui disent hey, ça peut être une mhm. complication, ça, puis que je le prenne en charge. Euh, Exact. Mais il c'est pour faut que ça tu. qu'on dit. Oui, tu as raison. C'est ça. Mais il faut les savoir. Si on ne s'attend pas à quelque chose, on ne le verra pas. Mhm. Tu sais, comme je reprends mon histoire de, tu sais, si la pathologie, ce qu'on va avoir comme complication, c'est une chute de pression, ben, je m'attends à ce qu'il y ait une chute de pression, donc je vais prendre la pression. Mais si je ne sais pas qu'il va y avoir une chute de pression comme monsieur, madame, tout le monde, ben, personne ne va prendre la pression artérielle. Hein? Donc, c'est comme ça, chacune des pathologies, les signes et symptômes, quand on les recherche, ben, déjà, on a en tête que, ah oui, il peut y avoir tel problème, tels éléments d'évaluation qui sont associés à cette patho-là. Mais parce que tu les connais, tu les as appris. Hein. Ben, quand tu les connais, tu les as appris, tu vas les remémoriser régulièrement. Ben, quand tu vas arriver avec un patient qui a les mêmes signes et symptômes, ben, tu vas être capable de les associer. Quand on regarde les listes de symptômes, là, des fois, il y en a à peu près 20 là, pour une pathologie. Mhm, Souvent, on a tendance à vouloir les apprendre tous et par cœur, là. mhm, Mais si tu concentres sur ce qui est spécifique à ta pathologie, ça peut être vraiment plus payant, là. Même chose pour tes interventions et tes évaluations, là. ouais, Qu'est-ce qui distingue cette pathologie-là d'une autre? Par exemple, si on regarde la pneumonie puis l'OAP, l'édème aigu du poumon, ben, ils ne vont pas se manifester, même s'ils touchent les deux le poumon, ils ne vont pas se manifester de la même façon. Ils vont avoir des manifestations spécifiques pour chacune. La fièvre pour la pneumonie, par exemple, puis l'OAP, eux, ils vont avoir des expectoses pumeuses érosées. Bon. Donc, tu as tes manifestations qui sont très précises pour chacun d'eux. Tu as des évaluations qui sont communes à chacun d'eux. mhm, Tu as des évaluations qui vont être plus spécifiques. Mais si tu cibles à chaque fois, qu'est-ce qui est plus particulier? Qu'est-ce que j'ai pas vu dans l'autre affaire que j'ai étudiée la dernière fois? Même chose pour les médicaments. On a une longue liste d'effets secondaires, OK? Où on a une longue liste d'enseignements à faire pour ces médicaments-là. C'est pas mal tout écrit qu'il ne faut pas doubler la dose. Hein? C'est rare là, ouais, qu'un médicament, on peut doubler la dose, mais c'est écrit partout dans ton guide de médicaments. Enseigner mhm, aux patients de ne pas doubler la dose. Si tu étudies celui-là, c'est très peu spécifique comme enseignement. Donc, va voir qu'est-ce qui distingue ce médicament-là d'un autre. Qu'est-ce qui fait que c'est plus particulier. C'est ça que tu dois souligner puis apprendre, là, dans le fond. Pas toute la liste au complet. Euh, mhm. Ça, je pense que ça peut faire une différence aussi. On parlait de rentabiliser tantôt. Là, mais on n'a Ah oui. pas tant d'espace dans notre cerveau. Je pense qu'on en a beaucoup, là, mais dans mon tiroir, là, sur tel médicament, je ne peux pas rentrer toutes les informations que dans mon guide de médicaments. Fait qu'il faut que je choisisse laquelle je vais mettre dans mon tiroir. Mhm. Déjà, c'est ça, de voir c'est quoi l'effet attendu. Puis l'effet secondaire, c'est souvent le contraire de ton effet attendu. Mm.
Tu sais, tu as un antihypertenseur, ben, tu le donnes parce que le patient fait de la pression artérielle est trop élevée. Puis c'est quoi l'effet secondaire? Ben, ça va être la chute de pression. Fait que ça, c'est de l'évident, tu sais. Mais après Mhm. ça, tu as des antihypertenseurs qui vont faire de la toux. Ben, Aussi. c'est Ben payant à oui, prendre ça c'est pour ça. celui-là, mettons, parce que ce médicament-là, il crée de la toux. Oui. Fait que ça, c'est intéressant de l'étudier pour celui-là. Tu sais, ça Mhm. sort de la norme. Donc, de C'est- souligner ça. Oui. Exact. Donc, fait que, tu sais, de se trouver des trucs comme ça, mais de les rendre concrets. Puis j'aime beaucoup ton analogie de prendre deux pathologies. Tu sais, que, mettons, insuffisance cardiaque gauche, insuffisance cardiaque droite, puis tu as la globale aussi. Mhm. Mais, tu sais, on apprend les signes et symptômes, mais tu savais qu'on ne les retrouve jamais, ces signes et symptômes-là, chez nos patients, s'ils sont bien contrôlés. Tu sais, si mon patient est insuffisant cardiaque est bien contrôlé, je ne verrai pas de l'édème, puis je ne verrai pas de la dyspnée, je ne verrai pas de l'essoufflement, parce qu'il est bien contrôlé. Je vais voir ces signes-là quand il va décompenser. Mhm. Sinon, je ne les verrai pas. Comme un diabétique. Un diabétique ne sera jamais en hypo ou en hyper s'il est bien contrôlé. Je vais le voir parce qu'il est décontrôlé. Ben, pas décontrôlé, mais tu sais, qui est plus dans ses paramètres de normalité. Donc, s'il suit bien sa posologie de médicaments, si son hygiène de vie, elle est correcte, ça ne paraît pas que c'est un diabétique. Comme ça ne paraît pas que c'est un insuffisant cardiaque. Donc, tu sais, de les apprendre comme ça, puis de les comprendre, ça va faire en sorte que on va les voir. Puis quand, tu sais, quand on parle d'antécédents, les antécédents, c'est tellement important, mais tu sais, des fois, c'est une pathologie, d'autres fois, c'est un antécédent. Mhm. OK? Donc, être capable de se promener là-dedans, ça veut dire que là, ah oui, ben là, tu comprends ta pathologie. Oui. La compréhension, finalement. Ben, je pense que c'est le On vit à mot-clé ça. qu'on devrait retenir de ce podcast-là qu'on vient de faire, de ne pas juste apprendre par cœur, mais de comprendre. Puis quand Oui. on comprend, ça devient logique. Puis si ça devient logique, ça veut dire que ça fait du sens. Fait que c'est ça qu'on va s'en rappeler. Puis on va apprendre par cœur parce qu'on a compris à la base. Fait qu'on se Exact. retrouve à apprendre autant, mais parce que c'était compris au début. Oui. Puis quand on comprend, ben ça devient logique. Voilà. Hey, ça fait un plaisir, Karine, de te parler encore une fois de soins infirmiers. Puis j'espère que ça va aider à nos étudiantes, tu sais, dans leur moment peut-être des fois de découragement, de dire on a trop d'études. Ben, je pense qu'on Mhm. a donné des trucs pour justement un peu réduire l'étude. Tu sais, de faire des schémas. Ça va faire en sorte que lorsqu'on va arriver devant l'examen, ben, on va étudier nos schémas. On n'aura pas besoin de relire nos 52 pages. Tu sais, d'être capable de redire, donc dans d'autres mots, vulgariser ce qu'on a appris, ben, ça aussi, ça va aider. Donc, tous ces éléments-là vont faire en sorte qu'ils vont y gagner à être actifs dans leurs études et non pas juste prendre tes PowerPoint ou d'aller chercher des schémas qui sont déjà disponibles sur Internet parce que tu vas les apprendre par cœur, puis tu vas arriver à l'examen, puis tu t'en souviendras plus. Oui, c'est ça. Mm. Puis surtout, on s'en souviendra plus pour l'examen, mais on s'en souviendra plus non plus en stage ou avec notre patient. Fait que c'est ça qu'il Exactement. faut garder Donc, en tête. soyons actifs dans notre étude, puis ça va être gagnant, puis vous allez le récupérer plus tard. Merci beaucoup, Sylvie. Ça m'a fait plaisir, puis on va se voir pour un autre balado très bientôt. Très bientôt. Salut. Bye bye. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Mais pas de panique, on revient très vite avec encore plus d'astuces et d'histoires pour vous accompagner dans votre parcours d'infirmière. Rappelez-vous, que vous soyez novice ou presque experte, même Florence Nightingale a dû commencer quelque part. À bientôt et prenez soin de vous comme vous prenez soin des autres. Si vous avez apprécié cet épisode, pensez à nous laisser un 5 étoiles ou un commentaire. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Merci de faire grandir la communauté de novices à experts.